bienvenue dans Le Monde en question, un programme destiné à éclairer les grands enjeux de notre époque, un programme proposé par Citizen Web, une web TV au service des citoyens. Pour ce nouveau numéro du Monde en question, on va s'intéresser à un véritable événement, la suppression de l'École nationale d'administration, l'ENA. Créée en 1945 par la volonté du général de Gaulle, l'ENA avait vocation à recruter et à former des hauts fonctionnaires sélectionnés sur le critère de l'excellence et de la compétence. Grande école de la République, l'ENA s'est imposée comme la voie royale pour l'accès aux grandes institutions. L'importance stratégique et symbolique de cette école n'a fait que croître, puisque non seulement elle est devenue la grande école de nos élites administratives, mais aussi celle d'où ressortent les principales figures de nos élites politiques et économiques. Elle a ainsi mis en orbite 4 chefs d'État, un certain nombre de premiers ministres et dirigeants d'institutions et de grandes entreprises. Symbole de l'élite française et de son rayonnement international, l'ENA a progressivement cristallisé les critiques contre un certain nombre de mots caractéristiques de notre société. Concentration des pouvoirs entre les mains d'une caste, l'entre-soi lié à la reproduction sociale des élites, creusement du fossé entre le peuple et ceux qui sont censés le servir, la perte du sens de l'intérêt général, symbolisé par le phénomène du pantouflage, ou encore le conformisme qui caractériserait nos élites. Ces critiques récurrentes ont nourri un débat manichéen et simpliste pour ou contre l'ENA. Et parmi ces critiques, celle portant sur le manque de diversité des promotions de l'ENA est difficilement contestable. Et si cette réalité sociologique n'est pas propre à l'ENA, elle n'est pas anodine au sein d'une république fondée sur le principe de l'égalité et le mythe de la méritocratie. Une prise de conscience tend à prendre forme sur ce point au moins. Et ironie de l'histoire, la suppression de l'ENA a été décidée par un énarque, le président Emmanuel Macron. La création de l'Institut national du service public serait effective le 1er janvier 2022. Est-ce qu'il préfigure pour autant la transformation de l'État ? Est-ce que cette réforme va permettre de faire émerger de nouveaux hauts fonctionnaires avec de nouveaux profils? Et à quoi devraient ressembler finalement ces hauts fonctionnaires des temps modernes? Est-ce que de nouvelles élites vont émerger? Pour nous éclairer sur ce point, nous recevons Karim-Émile Bittard. Bonjour. Bonjour. Il est énarque lui-même et directeur, ou plutôt rédacteur en chef de la revue des anciens de l'ENA, l'ENA hors les murs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc aborder cette émission en se tournant d'abord vers nos concitoyens eux-mêmes avec cette question: quelle est l'image qu'ils ont de l'ENA ? J'en ai une image assez exclusive quand même, où c'est un milieu assez fermé, où les politiciens rentrent dans cette école pour faire de la politique, mais au final, comment expliquer ça? L'ENA, je connais uniquement par du fait que j'ai fait des animations caricatures pour l'ENA, pour toutes les hautes écoles. Alors je pense avoir une image plutôt positive, mais avec un flou autour, dans le sens où je ne sais pas exactement ce que les gens étudient là-bas, quel parcours ils ont, d'où ils viennent, mais j'ai plutôt une image positive comme ça. Là, j'ai vu des Français, j'ai vu à Kaboul aussi, à Katmandou, tous les Français qui s'étaient toujours avec cette espèce de, pas de sentiment de supériorité, mais enfin, ils avaient une classe, ils avaient... À Kaboul, il y avait des cinémas français, il y avait des centres culturels. La femme était... Je parlais avec des étudiantes qui voulaient notre adresse, avec un copain, et les étudiantes étaient en mini-jupe, voilà, mais avec le tchador, pardon. Et quand le tchador, les souris dansent, voilà. Mais quand on voit les politiciens qu'on a actuellement, des fois, on a ce sentiment qu'on leur apprend quelque chose de théorique, mais qui s'éloigne beaucoup de la réalité de la population. Et peut-être, je ne sais pas, avoir des cours ou une immersion pour être peut-être au plus près des vrais problèmes pour lesquels ils devraient agir. Et je pense que c'est assez élitiste et que c'est peut-être difficile d'y entrer. Et que les personnes qui ont une situation assez élevés ont plus peut-être l'opportunité d'y entrer et ne sont pas assez conscients de la réalité auquel les gens font face dans la vie de tous les jours. Karim-Émile Bittard,
à écouter encore une fois nos concitoyens, on retrouve finalement l'idéal que vous avez dressé du haut fonctionnaire, du serviteur de l'État, qui est en fait serviteur de l'intérêt général. Et en même temps, on est quand même confronté à l'un des phénomènes prégnants de cette haute fonction publique, dont un certain nombre est de plus en plus tenté par, j'allais dire, le mercato, pour user d'un vocabulaire sportif ou footballistique, mais en tout cas la question du pantouflage, qui consiste donc pour des jeunes hauts fonctionnaires, plus ou moins jeunes plutôt, d'aller dans le secteur privé finalement, et pour monnayer d'une certaine manière finalement leur savoir, leurs compétences, leur expertise, mais aussi leur carnet d'adresses. C'est ce type de phénomène qui vient saper à la fois la frontière entre secteur public et secteur privé, intérêt général, intérêt particulier, et qui, in fine, contribue également à ce regard un peu sceptique et critique de nos concitoyens sur le fait que les hauts fonctionnaires, nos représentants plus globalement, puisqu'il faut bien reconnaître que les politiques parfois cèdent également à ce brouillage entre public et privé, qui, in fine, encore une fois, contribue à cette défiance. Qu'en pensez-vous ? Vous avez raison de souligner que le pantouflage a nui à l'image de l'ENA, mais le pantouflage, encore une fois, ne concerne que moins de 5% des anciens élèves de l'ENA, très souvent autour de 2 ou 3%. Il y a quelques figures qui ont été médiatisées, qui ont incarné une certaine dérive. Le problème, c'est que les critiques à l'encontre de cette école sont souvent contradictoires. Vous avez à la fois ceux qui reprochent à l'ENA d'être devenue une business school et ceux qui reprochent à l'ENA d'être complètement déconnectés du monde de l'entreprise. Donc la question qui se pose aujourd'hui, je pense, qui est importante, c'est de savoir si ce modèle, ce qu'on a appelé l'élitisme républicain, est-ce que c'est un modèle vicié à la base ou est-ce qu'il peut encore rendre des services à la nation? Je suis de ceux qui pensent qu'on peut dire à propos de l'élitisme républicain un peu ce que disait Churchill à propos de la démocratie, que c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où, depuis la nuit des temps, il a fallu sélectionner des élites dirigeantes. Et cette sélection, il n'y a pas 36 000 façons de l'assurer. Est-ce qu'on souhaite revenir à la vénalité des charges, comme à l'époque où, sous l'Ancien Régime, quand La Fontaine avait acheté un titre d'avocat au Parlement de Paris? Est-ce qu'on veut retourner à une conception patrimoniale des emplois publics, comme dans l'Égypte antique où les scribes étaient scribes de père en fils? Il n'y a pas véritablement d'alternative. L'élitisme républicain est consacré, le principe du concours est un principe véritablement républicain qui est issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien évidemment, tout le monde n'est pas égal devant le concours. Mais ce problème-là doit être traité, à mon avis, longtemps en amont, non pas au stade où on arrive à 23, 24 ans, où on présente le concours de l'ENA, mais au niveau de l'école primaire et secondaire. C'est là que se jouent les véritables inégalités. Et faire de l'ENA un bouc émissaire de la faillite des élites politiques est très problématique, car l'ENA est un outil au service des hommes politiques. Et c'est précisément quand les hommes politiques montrent leur incapacité à résoudre les crises politiques, économiques et sociales qu'ils ont tendance à se défausser sur cette élite, cette supposée technostructure, alors qu'ils sont supposément censés la diriger. Vous avez raison de souligner combien l'ENA finalement est le réceptacle des inégalités qui se nouent beaucoup plus en amont et qui caractérisent malheureusement le système scolaire en France, alors même que celui-ci est censé être le service public républicain par excellence, celui qui est censé également permettre l'épanouissement et la mobilité sociale. C'est en cela que nous sommes en crise, mais une crise carrément de nature existentielle. Mais en même temps, c'est une manière aussi de revenir à notre premier échange. Les énarques en tant que tels, en tant que dirigeants, en tant qu'élite ou partie de l'élite nationale, n'ont-ils pas nourri finalement soit l'inaction, soit les silences entourant justement cette réalité implacable que vous avez rappelée, à savoir les inégalités qui sont censées être neutralisées ou dépassées par le système scolaire. Autrement dit, ce diagnostic, on le connaît, il est établi. Et peu a été fait du point de vue des politiques publiques où les énarques sont justement aux commandes. Et il y a là une autre source de critique à l'égard des énarques, à savoir que
ils sont en réalité des leviers ou des porte-paroles du discours ou bien néolibéral, du discours du désengagement de l'État, et finalement aussi un discours relativement modeste sur la lutte contre les inégalités. Qu'est-ce que vous en pensez de cette critique idéologique à l'égard de l'énarque finalement désintéressé, non pas vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis du sort, du destin de sa propre société? Ces critiques sont tout à fait recevables, mais elles s'appuient sur une image caricaturale de cette école. Car les anciens élèves de cette école sont extrêmement hétérogènes dans leur façon de penser. On évoque la mondialisation libérale. Vous avez un ancien élève qui s'appelle Alain Minc, qui est très médiatisé, qui avait parlé de la mondialisation heureuse, mais vous avez aussi, parmi les anciens élèves, l'un des principaux dirigeants d'Attac, le mouvement anti-mondialisation, qui s'appelle Jacques Nikonov. Vous avez des gens qui travaillent dans la banque d'investissement, vous en avez beaucoup d'autres, beaucoup plus nombreux, qui travaillent dans des emplois d'administrateurs civils, qui assurent leur travail au quotidien, qui pourraient aspirer à des rémunérations nettement plus élevées dans le secteur privé et qui pourtant sont animés par une vision du service public. La grande question, c'est de savoir si la suppression de l'ENA ne va pas conduire à une remise en cause de la vision française de l'État et de la nation. Car si on étudie les spécificités de la France par rapport aux autres pays, il y a deux spécificités. Il y a d'abord, en ce qui concerne la nation, l'idéal français de la nation était fondé sur le vouloir vivre ensemble, comme disait Ernest Renan, et non pas sur une vision ethnique à la Herder, etc. La deuxième spécificité française, c'est que la nation s'est construite autour et grâce à l'État. Donc l'État a joué un rôle absolument important. Et aujourd'hui, supprimer le symbole de cet État, quels qu'aient pu être les défauts, et cette école avait un certain nombre de défauts qui ont été identifiés, vous l'avez dit, par les anciens élèves eux-mêmes. Il y a une section CFDT à l'ENA qui a proposé au fil des ans des dizaines de suggestions de réformes. Mais le risque est qu'en supprimant cette école, on ne supprime une vision française qui aspire à avoir un État véritablement impartial, indépendant des groupes de pression et indépendant des partis politiques. Les dérives américaines sont beaucoup plus nombreuses que les dérives françaises. On parle beaucoup de l'ENA, on parle beaucoup moins des élites américaines comme les Skull and Bones, dont sont issus également plusieurs présidents américains. Et on ne leur attribue pas forcément, on n'attribue pas forcément les échecs de telle ou telle politique publique américaine à la formation des dirigeants. La France est le seul pays où la formation des dirigeants est autant scrutée. Les journalistes du New York Times sont parfois étonnés de voir qu'à la mort d'un Français, on commence par voir qu'il est ancien élève de l'IX ou de l'ENA, et c'est ensuite qu'on apprend s'il a été prix Nobel ou patron d'entreprise. Aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait aberrant. On considère que ce qu'on est à 25 ans ne doit pas déterminer tout le reste de sa carrière. C'est très intéressant ce rapport, ce rappel et cette mise en perspective historique finalement qui lie finalement ce qu'est l'ENA avec une vision de l'État qui est relativement propre à la France, ce qui est aussi une manière d'interroger nos concitoyens et de nous interroger sur l'État qu'on souhaite à l'avenir. Quel est l'État qu'on imagine pour le XXIe siècle ? Un État qui prend plus en compte ses citoyens, qui est plus, qui est plus à l'écoute et qui n'est pas un État élitiste où on a le choix en fait entre deux personnes, ou peut-être trois personnes qu'on connaît et qui sont toujours les mêmes et on n'a pas plus de choix que ça. Par exemple moi là je vais voter l'année prochaine, je sais pas pour qui j'ai voté, j'ai même pas envie de voter parce que c'est toujours les mêmes personnes et en fait on n'a pas de choix, on n'est pas informé, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours des gens haut placés qui ont fait l'ENA, qui ont fait des écoles, il n'y a pas de personnes qui viennent, je sais pas par exemple toi ou pas nous mais voilà des gens qui viennent d'un milieu normal quoi. Qui nous représente, et pas quelqu'un aussi qui fait des fausses promesses, qui nous promet des choses mais qu'au final c'est juste pour faire joli et qui n'agit pas, des personnes qui n'agissent pas en réalité. Un État qui puisse changer les choses vraiment, on puisse voir les actions et qu'il y ait un suivi de ce qui a été fait, qu'on ait un retour sur ce qui a été fait, pourquoi, comment, et ce qui s'est passé 5 ans après par exemple. Étant pas français mais étant père de 4 françaises, je peux vous dire que l'État, j'aimerais un retour en arrière avec des valeurs, que ce soit religieuses, que ce soit morales, que toutes les valeurs, honnêteté, tout ce
tout ce qui a fait la gloire, hein, Saint-Louis, qui fait brûler les Talmuds dans lesquels il est écrit « La personne du Christ devait bouillir dans une marmite de merde jusqu'à la fin des temps », c'est pas moi qui l'ai sorti. Ce sont des camarades de la synagogue. Ils ont, eux, une connaissance extraordinaire. Des gens qui ont une culture, une intelligence, etc. Mais comme dans toute civilisation, dans toute population, il y a les bons, les méchants et les nuls. Le bon, la brute et le truand. Et moi, je serais plutôt dans l'ange hébété par l'amour de ma mère, qui m'est resté jusqu'à 17 ans quand elle est partie. J'avais 17 ans. Et elle m'a toujours soutenu. Encore maintenant, je dessine des gens. Pas plus tard qu'hier, je dessine un garçon. Et comment il s'appelle, Zaslo. J'ai dit, tu sais comment je m'appelle, moi? Laszlo. Zaslo, bon, c'est pareil. Et ma mère s'appelait Alice. La mère du garçon me dit, ma mère s'appelait Alice. Je dis, merci maman. Voilà, regarde, elle me fait un petit clin d'œil avec le soleil qui lui... Donc la croyance, je crois que ça appartient, c'est personnel. On fait ce qu'on veut. J'ai un excellent ami aux Abbesses, qui lui est musulman, qui part tous les vendredis faire ses prières, etc., ses dévotions. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il est, non seulement il est gentil, il est intelligent, mais il a ce charisme, ce cœur. Il doit connaître beaucoup de choses sur comment se passe la vie réellement pour tout le monde, surtout pour les personnes qui sont en difficulté. Karim Bitar, finalement, on retrouve différentes visions de l'État exprimées et désirées par nos concitoyens, mais avec malgré tout un certain fil rouge autour, encore une fois, d'une représentation de l'intérêt général et derrière, finalement, les services publics qu'on tend de moins en moins à entendre, ne serait-ce que le mot, l'expression qui était sacrée jusqu'à il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui aujourd'hui est pratiquement effacée du discours public. Comment vous imaginez l'État de ce siècle? Quelles sont les priorités qui devraient l'animer et pourquoi pas les transformations qui devraient le guider? Alors la question de la réforme de l'État est un peu un serpent de mer dans le débat public français. Je me souviens déjà quand j'étais étudiant, il y avait eu un rapport rédigé par Jean Pic de la Cour des comptes sur la réforme de l'État dont on débattait. Aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est d'abord de maintenir cet état, d'éviter ce détricotage progressif de l'État auquel nous avons assisté dans plusieurs démocraties occidentales. Donc le premier risque, c'est que l'État finisse par devenir aux abonnés absents, que ce soit d'autres acteurs qui prennent le relais. Et encore une fois, cela serait en contradiction flagrante avec le principe républicain français qui veut que cet État soit véritablement impartial et suffisamment solide pour s'opposer aux intérêts privés et catégoriels. Donc la devise de l'ENA, c'est servir l'État sans s'asservir au pouvoir. Il y a pu y avoir des dérives, il y a pu y avoir des hauts fonctionnaires qui se sont asservis au pouvoir, mais ils s'asserviront au pouvoir beaucoup plus s'ils doivent leur nomination à des soutiens politiques plutôt qu'à ce système de concours à l'aveugle auquel on peut reprocher pas mal de choses, mais qui permet d'éviter toutes les formes de piston, toutes les formes de cooptation, alors qu'on a vu l'année dernière aux États-Unis ce scandale où on a vu que même dans les universités américaines les plus prestigieuses, à partir d'un certain montant de donations, vous pouviez avoir accès à ce qu'on appelle le backdoor access, c'est-à-dire entrer grâce à ce soutien financier que votre famille bienfaitrice de l'université, surtout si vous êtes héritier d'une lignée, ce qu'on appelle la legacy, qui a déjà été présente dans cette université. Mais donc, vous seriez plutôt sceptique par rapport à ce discours consistant à ouvrir la haute fonction publique et donc la direction concrète de l'État à des personnalités issues du monde de l'entreprise, par exemple?
Non, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. C'était l'objectif de la réforme de la troisième voie qu'on avait appelée, qui avait ouvert le concours de l'ENA à des personnalités venant du secteur privé, du monde de l'entreprise. Il est encore plus nécessaire aujourd'hui de permettre de favoriser les allers-retours entre le privé et le public sans tomber dans les dérives du pantouflage, sans tomber dans les dérives du passé. On reproche parfois aux fonctionnaires d'avoir un peu une capacité de repli. S'ils se lancent en politique, ils peuvent récupérer leur poste après quelques années. Le problème, ce n'est pas que les fonctionnaires aient cette capacité-là, c'est que des gens qui travaillent dans le secteur privé n'aient pas la capacité de le faire. Donc on est souvent dans une situation où on nous présente de faux dilemmes, de mauvaises solutions, alors qu'il aurait pu y avoir une solution qui était déjà mise en œuvre, qui est une réforme structurelle de cette école qui était déjà en cours, plutôt qu'une suppression d'une marque qui est importante à l'international, car beaucoup continuent de voir dans le modèle français une antidote à ce qui est en train de se passer un peu partout, ce détricotage, cet affaissement de l'état de droit. Donc l'ENA bénéficie aussi d'un réseau exceptionnel d'anciens élèves étrangers qui travaillent dans les organisations internationales, dans les gouvernements de leur pays, certains dans le secteur privé ou universitaire. Et cette ENA incarnait en quelque sorte une certaine méritocratie à la française que les Français critiquent, mais que beaucoup à l'extérieur de la France continuent d'envier. Il y a une propension française à l'autoflagellation, à regarder ce système avec uniquement un regard un peu gris, sans voir les défauts des autres systèmes qui existent à travers le monde. Oui, peut-être aussi parce qu'à l'échelle internationale, l'une des questions qui est posée, c'est celle de savoir quelle est la place de l'État dans le monde, mais aussi dans son rapport à la société. Est-ce qu'il faut moins d'État ou plus d'État? Et finalement, ce débat-là, il se pose en des termes particuliers en France. Mais dans certains pays, vous le savez mieux que moi, notamment au Liban, c'est carrément la question de l'existence de l'État qui se pose. D'où un intérêt tout particulier pour un modèle ou peut-être un idéal français, je parle de représentation, qui de l'extérieur voit un pays finalement qui s'est construit et qui continue à exister à travers son État. La réalité, vous le savez aussi, est beaucoup plus nuancée, notamment parce que l'État français n'a pas échappé à la vague néolibérale qui s'est traduite notamment par un retrait progressif de l'État, autrement dit par ce qu'on appelle une succession de privatisation notamment, et par une remise en cause d'un certain nombre de services publics. D'où la question, encore une fois, de la place de l'État en France. Et est-ce que vous pensez que les Français sont prêts, eux, à remettre en cause, finalement, le poids de l'État? Parce qu'on est aussi confronté à un discours ambivalent, voire contradictoire. Certains critiquent l'État, mais avec des arguments consistant à appeler plus d'État, de manière plus ou moins consciente. Mais vous voyez notamment un discours qui consiste à souligner l'absence de services publics dans certains territoires ruraux ou territoires de banlieue, comme on dit, et en même temps, le même discours appelant à moins d'impôts. Il y a là une part de contradiction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez évoqué le Liban. L'une des raisons de mon attachement au système français, à cet élitisme républicain, est précisément le fait que j'ai grandi dans un pays, le Liban, où l'État était totalement impotent. Et j'ai pu réaliser ce qui se passe dans une société, ce qui se passe au niveau des élites, lorsqu'il n'y a pas cet État impartial. Et lorsque, pour obtenir tel ou tel poste, vous devez appartenir à telle ou telle communauté, faire partie de la coterie de tel ou tel homme politique, plutôt que d'avoir la possibilité de montrer votre mérite à travers vos études. Donc la priorité pour un Français, je pense, devrait être de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce système peut avoir un grand nombre de défauts, mais il reste une façon de prémunir la France contre énormément de dérives. On est, je crois, d'accord pour dire aujourd'hui qu'il faut mieux d'État, qu'il faut maintenir cet État, pas forcément un État Moloch, un État Léviathan, mais un État qui soit en mesure de protéger les plus faibles. Car ce qu'on oublie, c'est que
comme disait la fameuse formule de Lacordaire, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Et c'est l'État qui est le garant de la protection des plus faibles. Dans les pays où on a vu les États s'effondrer, ceux qui ont payé le prix lourd, ce ne sont pas les élites, ce sont les personnes issues des classes les plus défavorisées. Et encore une fois, cette critique selon laquelle l'ENA incarne uniquement une certaine classe sociale sont un peu dénués de fondement. Il y a énormément de contre-exemples, il y a énormément dans chaque promotion de gens issus de promotions de classe sociale très modestes qui se retrouvent souvent majors de promotion. C'était déjà le cas après la Seconde Guerre mondiale. Jacques Rigaud, qui fut président de RTL, disait « Moi, je suis fils de boutiquier, je n'aurais jamais pu obtenir ces hautes fonctions si les concours du Quai d'Orsay ou du Conseil d'État étaient encore réservés à cette petite élite. » Philippe Séguin estimait aussi que pour lui, orphelin de père, c'était un peu entrer en chevalerie, uniquement grâce à sa capacité de travail. Dans les promotions récentes, vous avez un ancien élève dont la mère soigne les handicapés, dont le père est menuisier, qui a été major de promotion, qui vient d'un village rural de moins de 150 habitants. Donc cette image que certains médias ont créée, que les énarques seraient tous issus du 16e arrondissement de Sciences Po Paris, est une image erronée. Il y a une extraordinaire hétérogénéité, diversité à l'intérieur de chaque promotion. Très bien, vous faites très bon avocat, pas forcément l'avocat du diable, mais un très bon avocat de l'ENA. Et quoi qu'il en soit, à vous écouter, c'est peut-être l'essentiel. Hein. L'ENA est mort, mais vive l'État. Autrement dit, il y a là une continuité qu'incarnera l'Institut national du service public, qui va prendre le relais de cette institution et d'une certaine manière, donc tous les enjeux, toutes les problématiques qu'on a mobilisées resteront d'actualité. Je vous remercie, Karim-Emile Bittard, d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous remercie également de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Monde en question.